Il y a de nombreuses années, un grand érudit était assis dans une forteresse isolée en Tunisie, réfléchissant profondément à l'histoire du monde. Son nom était Ibn Khaldoun. Il réalisa que l'histoire ne signifie pas simplement les récits de guerre entre rois et empereurs, ou les contes d'autrefois. Il s'agit plutôt d'une analyse scientifique des tendances du changement dans la société humaine et de l'ascension et de la chute des civilisations. Il observa que de nombreux historiens précédents avaient écrit de grands récits, mais personne n'avait plongé dans les causes profondes expliquant pourquoi une dynastie s'effondre et pourquoi une autre arrive au pouvoir. Par conséquent, il décida d'écrire un livre qui serait une introduction à l'histoire, ou la Muqaddima, où il dévoilerait les lois secrètes de la civilisation. Ibn Khaldoun commence son histoire par la nature fondamentale des humains. Il dit que l'homme est social par nature et ne peut vivre seul. Les humains ont besoin de nourriture pour survivre, mais il n'est pas possible pour un seul individu de cultiver le blé nécessaire, de le battre et de faire du pain par lui-même. Pour cela, la coopération mutuelle de nombreuses personnes est requise, où quelqu'un travaillera comme forgeron, quelqu'un sera charpentier et quelqu'un d'autre cultivera la terre. De plus, les humains ont besoin de l'aide des autres pour se protéger des attaques des animaux sauvages. Cet acte des humains se regroupant et comptant les uns sur les autres par besoin de survie est l'histoire de la naissance de la civilisation, ou Umran. Il divise notre monde en 7 régions pour nous le montrer. Il explique comment le climat ou la météo influencent le caractère humain et la structure physique. Dans les régions moyennes, c'est-à-dire les 3e, 4e et 5e régions, le temps n'est ni trop chaud ni trop froid. Par conséquent, les gens ici sont physiquement et mentalement équilibrés, et c'est là que se développent les grandes civilisations et les sciences. D'un autre côté, dans les régions extrêmement chaudes, c'est-à-dire le sud, le tempérament des gens est quelque peu léger et joyeux. Aussi, en raison de la chaleur intense, la couleur de leur peau devient noire. Ils brisent l'idée fausse en disant que la couleur de la peau n'est pas le résultat d'une malédiction, mais plutôt l'effet naturel du climat. À l'inverse, la couleur de la peau des habitants des régions excessivement froides du nord devient claire. Il donne un concept fascinant sur la façon dont la rareté ou l'abondance de nourriture affecte le corps et l'esprit humain. Il observe que ceux qui vivent dans des déserts ou des zones accidentées et mangent des quantités modérées de nourriture sont beaucoup plus courageux, patients et intelligents. Leurs corps ont moins de maladies car ils ne deviennent pas paresseux en mangeant excessivement. En revanche, ceux qui vivent dans le confort et le luxe de la ville et mangent beaucoup d'aliments gras et huileux deviennent progressivement faibles et paresseux, et leur capacité psychologique diminue. Khaldoun soulève ainsi une vérité importante, à savoir que la vie désertique ou nomade est le fondement de la civilisation. Les humains commencent d'abord par une vie difficile dans le désert ou les villages, et lorsqu'ils deviennent riches, ils déménagent en ville pour le confort et le luxe. Ces peuples nomades ou bédouins sont naturellement beaucoup plus gentils et courageux, car ils restent toujours alertes pour protéger leur propre vie et richesse. Ils n'ont ni mur ni armée, ils sont donc leurs propres guerriers. À la racine de ce courage se trouve un pouvoir spécial, qu'Ibn Khaldoun a nommé Asabiya, ou solidarité tribale. Cet asabiya est un amour profond et une unité pour sa propre lignée ou son propre groupe, qui encourage les gens à se battre ensemble en temps de danger. Le groupe qui possède le plus de cet asabiya ou unité est celui qui remportait la victoire sur tous les autres. Lorsque les tribus nomades du désert voient que les habitants de la ville sont devenus paresseux en sombrant dans le luxe, ils les attaquent et s'emparent du pouvoir. Mais cet asabiya ne se limite pas seulement aux relations de sang, elle peut aussi se former en vivant ensemble pendant longtemps ou par loyauté. Cependant, avec le temps, lorsque ces gens s'installent en ville et commencent à vivre dans le confort et le luxe, cette unité ou solidarité entre eux commence à diminuer. Ibn Khaldoun dit que la stabilité d'une dynastie ou d'un système administratif ne dure généralement pas plus de 4 générations. La première génération reste travailleuse et courageuse, conquérant le pouvoir. La deuxième génération commence à profiter de ce pouvoir, mais n'oublie pas l'importance du travail acharné. La troisième génération sombre complètement dans le luxe et devient dépendante des autres. Et la 4e génération arrive et détruit tout. Le but ultime de ce pouvoir dirigeant ou autorité royale est d'établir un contrôle total. Lorsqu'un chef acquiert une autorité totale sur son groupe, il veut être victorieux sur tous les autres groupes également. C'est ainsi que se construisent les grands royaumes. La chose intéressante est que lorsque les Arabes restent dans leur caractère nomade naturel, ils peuvent très facilement conquérir de vastes zones, car ils peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre comme une tempête. Mais leur système administratif ne devient fort que lorsqu'il reçoit la touche de la religion. La religion élimine la jalousie et l'arrogance de l'intérieur des humains et aide tout le monde à travailler dans un but unique. En conséquent, ils deviennent inarrêtables. Ibn Khaldoun explique en plus qu'une nouvelle dynastie arrive au pouvoir, initialement elle n'impose pas trop d'impôts ou de revenus au sujet. Comme les impôts sont bas, l'enthousiasme des gens pour le travail augmente et le pays se développe progressivement. Mais lorsque les dirigeants flottent dans le luxe, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Alors ils augmentent les revenus et imposent divers types de taxes aux hommes d'affaires.
Sous la pression de ces taxes excessives, les hommes d'affaires se découragent et la civilisation s'effondre progressivement. Selon Ibn Khaldoun, l'injustice et l'oppression sont les principales causes de la destruction de la civilisation. Lorsque la richesse des gens est enlevée ou qu'ils sont obligés de travailler sans rémunération, ils ne veulent plus travailler et par conséquent, le pays tout devient pauvre. Parlant de la vie urbaine, il dit que lorsqu'une ville grandit, une division du travail s'y produit. Quelqu'un tisse du tissu, quelqu'un cuisine, quelqu'un devient architecte. Plus la population de la ville est grande, plus la demande augmente, et la production de richesse également. Cependant, le luxe excessif rend les citadins moralement corrompus. Ils ne veulent plus endurer les difficultés et dépendent de soldats mercenaires pour leur propre protection. C'est ainsi que commence la chute d'une nation puissante, et une autre nation nomade vient d'occuper sa place. Ibn Khaldoun a également parlé des différentes manières dont les humains gagnent leur vie. Il décrit l'agriculture comme la profession la plus primitive et la plus naturelle. Viennent ensuite divers artisanats ou compétences techniques, qui se développent principalement avec la croissance des villes. Il considère également le commerce comme un moyen de profit, mais mentionne qu'il nécessite une certaine ruse et stratégie. Il dit que l'éducation ou la connaissance est aussi un art ou un métier spécial pour lui. Il croyait que la science et les arts trouvent leur accomplissement dans les grandes villes, où il y a beaucoup de gens et plus d'opportunités de travail. Khaldoun explique également le pouvoir de la pensée humaine et le développement intellectuel. Il dit que la principale différence entre les humains et les animaux est la capacité de l'homme à penser. En utilisant ce pouvoir de la pensée, l'homme crée les outils pour sa subsistance, construit la société et essaye de connaître l'inconnu. Il décrit 3 niveaux de connaissance. Le premier est la connaissance générale pour comprendre le monde environnant, le deuxième est la connaissance pratique pour s'entendre avec la société et les gens, et le troisième est le haut niveau de connaissance théorique ou spirituelle. Selon lui, lire des livres seuls ne suffit pas pour acquérir des connaissances. Voyager dans différents pays et s'associer avec des érudits expérimentés est plutôt extrêmement urgent. Arrivant à l'étape finale de sa profonde discussion, Ibn Khaldoun commence à parler de la clé principale de la supériorité humaine. Il dit que la seule raison pour laquelle les humains sont différents de tous les autres animaux est leur capacité à penser. Grâce à ce pouvoir de penser, les humains gagnent leur vie, coopèrent les uns avec les autres et essayent de reconnaître Allah le Tout-Puissant. Ce processus d'acquisition de connaissances par les humains n'a pas été créé en un jour, c'est plutôt le résultat d'une longue continuité. Il divise le niveau intellectuel humain en 3 parties. La première est la présence d'esprit pour faire le travail nécessaire, la deuxième est la connaissance acquise par l'expérience de la vie avec la société et les gens, et la troisième est la capacité de rechercher la vérité supérieure. Khaldoun discute ensuite du vaste monde de la connaissance, qu'il divise en 2 parties. La première est la connaissance traditionnelle ou religieuse que les humains reçoivent de leurs prédécesseurs, tels que le Saint-Coran, les hadiths et les lois islamiques. La seconde est la science basée sur la logique ou philosophique que les humains peuvent comprendre par leur propre intellect et leur logique. Il dit que dans la civilisation islamique, la pratique de ces 2 types de connaissances a atteint un jour un sommet. Mais avec le temps, lorsque la civilisation commence à s'affaiblir, la pratique de cette connaissance commence également à diminuer. Il donne une suggestion révolutionnaire concernant la méthode d'éducation. Il dit qu'en enseignant aux étudiants, il faut être patient et procéder progressivement du facile au difficile. Si un enseignant présente des sujets difficiles aux étudiants dès le début, ils perdent tout intérêt et commencent à penser que l'étude est aussi difficile qu'une montagne. Il parle de 3 répétitions dans ce processus. La première fois pour énoncer brièvement le sujet principal, la deuxième fois pour discuter en détail et la troisième fois pour éliminer toutes les complexités. Ibn Khaldoun avertit spécifiquement qu'infliger une sévérité excessive ou des châtiments corporels aux étudiants est extrêmement nocif. Il observe que les étudiants à qui l'on enseigne par les coups ou l'intimidation deviennent paresseux, apprennent à mentir et leur courage intérieur ainsi que leur enthousiasme pour le travail sont détruits. C'est destructeur non seulement pour un individu, mais pour la société entière. Il dit que l'éducation doit être agréable et inspirante. Il exprime également son inquiétude face à l'augmentation du nombre de livres et à la tendance à lire des résumés ou des abrégés. Il croyait que les livres excessifs créent souvent de la confusion pour les étudiants qui se noient dans l'océan de la connaissance. De plus, ceux qui veulent devenir de grands érudits en lisant des notes très courtes ne comprennent pas réellement la profondeur du sujet. Selon lui, pour être un véritable érudit, il est essentiel d'acquérir des connaissances détaillées à partir des sources originelles et de rester en compagnie d'enseignants expérimentés. En ce qui concerne l'importance de la langue, Ibn Khaldoun dit que la langue n'est pas simplement un moyen de parler, c'est une habitude ou une compétence acquise. Lorsque les Arabes étaient dans le désert, leur langue était extrêmement pure et lucide. Mais lorsqu'ils ont conquis divers pays, se sont installés dans des villes et sont entrés en contact avec des non-arabes, cette pureté originelle de leur langue a commencé à diminuer. Il dit que ce changement a ouvert la voie à la création de la grammaire ou de la syntaxe afin que les significations originelles du Saint-Coran et des hadiths restent préservées. Ensuite, il discute de certains aspects psychologiques des humains, tels que la magie et l'alchimie ou la science de la fabrication de l'or.
Il prouve par la logique qu'il est impossible de créer artificiellement de l'or à partir de métaux ordinaires. Il qualifie cela de sorte de tromperie ou d'illusion qui induit erreur les gens paresseux. De même, il critique l'astrologie, disant que calculer l'avenir en observant la position des étoiles est non seulement irrationnel, mais porte aussi un coup aux croyances religieuses des gens. Selon lui, l'avenir repose uniquement entre les mains d'Allah le Tout-Puissant, et chaque action des humains dépend de leur propre travail acharné et des règles sociales. Ibn Khaldoun disquique merveilleusement du monde de la littérature et surtout du pouvoir de la poésie. Il dit que la poésie est le dépositaire du savoir arabe où sont stockés leur histoire, leur héroïsme et leur sagesse. Il observe que lorsque les gens s'habituent à la vie glamour de la ville, la langue et le style de leur poésie deviennent beaucoup plus complexes et ornementaux, alors que la langue des poètes du désert était simple et assez puissante pour frapper directement au cœur. Il discute des divers styles de poésie de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, tels que le mouachache et le zajal, pour montrer comment les émotions humaines peuvent être exprimées de manière diverse. Arrivant à l'étape finale de l'histoire, Ibn Khaldoun nous rappelle une vérité profonde. Il dit que la durée de vie d'une civilisation est limitée tout comme une vie humaine. Lorsqu'une nation arrive au pouvoir grâce au travail acharné et à l'unité, elle atteint le sommet du progrès. Mais lorsqu'ils sombrent dans le luxe, commencent à s'opprimer les uns les autres et perdent leur force spirituelle ou asabiya, leur chute se produit naturellement. C'est une règle indestructible qui se répète encore et encore dans les pages de l'histoire. Sa Muqaddima, ou Introduction à l'histoire, n'a fait qu'en fait pas seulement un livre, c'est une vaste carte pour reconnaître une société. Il nous enseigne qu'en comprenant les règles de la sociologie, nous pouvons corriger les erreurs du passé et construire une société prospère basée sur la justice. Ces pensées qui ont commencé dans cette forteresse en Tunisie sont acclamées dans le monde entier aujourd'hui, parce qu'il n'a pas seulement écrit l'histoire des humains, mais a été capable de sentir le pouls de l'âme humaine et de la société.